Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie célèbre ce dimanche la fête de la victoire, marquant le 61e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962. Le président de la République a adressé à cette occasion un message au peuple algérien dans lequel il a rappelé la fierté de son histoire. Évocation ce matin sur ces 132 ans de lutte durant lesquels l'ensemble du peuple algérien a su affronter les armes de destruction déployées par l'ennemi. Et à cette occasion, diverses activités sont organisées à travers le territoire national pour célébrer cet événement mémorable. Depuis la wilaya de Bou Merdes et sous le slogan « Fête de la victoire, détermination, union et triomphe », le ministre des Moudjahidines et des ayants droit a présidé les festivités officielles de la célébration de la fête de la victoire. En Espagne, une année après le revirement de la position du gouvernement de Pedro Sánchez sur le conflit au Sahara occidental, plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Madrid devant le siège du ministère des Affaires étrangères, appelant le gouvernement Sánchez de rectifier sa position sur la question sahraoui. On ira à Tindouf pour vous faire découvrir la poésie hassani, patrimoine immatériel que l'on surnomme la voix de la sagesse, révélée dans un dialecte régional, thème de la première édition du festival culturel. C'est l'âme à découvrir à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. L'Algérie célèbre ce dimanche la fête de la victoire, marquant le 61e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962. Le président de la République a adressé à cette occasion un message au peuple algérien dans lequel il a rappelé la fierté de son histoire. La célébration de la fête de la victoire témoigne de l'attachement indéfectible des générations de l'indépendance à leur patrie et de leur esprit novembriste. 132 ans de lutte contre le colonialisme français, une lutte durant laquelle, dira le président, l'ensemble du peuple algérien a su affronter les armes de destruction déployées par l'ennemi dans une guerre sans merci, une guerre qui a mis en lumière la résistance d'un peuple vaillant, prêt à de tout pour conquérir sa liberté jusqu'au dernier souffle. Évocation dans ce journal avec Amel Barba. C'était il y a 61 ans. Le 19 mars 1962, entrait en vigueur le cessez-le-feu au lendemain des accords d'Évian signés entre le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, et les représentants du gouvernement français, mettant fin à 132 ans d'occupation française. Cette date incarne le triomphe du peuple algérien sur l'oppression coloniale et le couronnement de la lutte armée. Les accords d'Évian sont aussi l'aboutissement d'un lent processus de pourparlers et d'intenses négociations et discussions secrètes menées par la délégation du GPRA, Rida Malek, Mohamed Siddiq Ben Yahya, Lakhdar Ben Toubel, Tayyib Boulahrouf, Mohamed Yazid et bien d'autres ont fait preuve d'habileté et de ténacité exemplaire, amenant la puissance coloniale à s'asseoir à la table des négociations. Le 19 mars, c'est effectivement la victoire, la journée de la victoire, et je l'explique par le fait que le contenu était écrit dans la proclamation du 1er novembre, c'est-à-dire pousser la France, le gouvernement français, l'armée française, à la négociation pour éviter l'effusion de sang. Il ne faut pas oublier que le 19 mars, c'est un cessez-le-feu. C'est pas une victoire militaire, c'est une victoire politique, hein, mais ce n'est pas une victoire militaire, c'est un cessez-le-feu. Et un cessez-le-feu, il a pour objectif, si j'ose dire, de calmer le jeu, mais il se pourrait que l'une des deux parties relance les combats. C'est ce qui a failli se produire à cause de l'OAS. Et l'OAS, c'est une partie de l'armée française qui n'a pas accepté le cessez-le-feu. Enfin diplomates, les négociateurs du GPRA ont réussi à déjouer les machinations de l'occupant visant à diviser le territoire national. Les négociateurs d'Évian vont avoir 3 principes.
qui vont faire l'Algérie d'aujourd'hui. La souveraineté politique, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire entre la France et l'Algérie les mêmes accords qu'entre la France et le Sénégal, le Mali, le Togo, etc. Deuxièmement, l'unicité du peuple. Il ne peut pas y avoir deux peuples dans ce pays. Il n'y a qu'un seul peuple, c'est les Algériens. Mais ces Algériens, on comprend bien qu'il y a les Européens. Les Européens ont la nationalité française. On leur demande de choisir. Soit vous devenez Algérien et vous serez Algérien à part entière, soit vous restez, d'accord, mais vous êtes français. Et le troisième principe, l'intégrité du territoire algérien. Le Sud compris. Alors que la France officielle refuse toute reconnaissance des crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés durant l'occupation, l'écriture de l'histoire et son enseignement s'imposent aujourd'hui comme un véritable devoir de mémoire. Et à cette occasion, diverses activités sont organisées à travers le territoire national pour célébrer cet événement mémorable. Depuis la wilaya de Boumerdès et sous le slogan « Fête de la victoire, détermination, union et triomphe », le ministre des Moudjahidines et des ayants droit a présidé les festivités officielles de célébration de la Fête de la victoire où l'emblème national a été hissé, suivi du dépôt de gerbes de fleurs devant la stèle commémorative et de la lecture de la Fatiha à la mémoire des Chouhada. La ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, en visite hier à Boujdour, au camp des réfugiés sahraouis. À cette occasion, un accord cadre a été signé entre le ministère de la Culture et des Arts et le ministère sahraoui de la Culture portant sur le renforcement de la coopération culturelle et la création d'un théâtre national sahraoui. Cette convention vient réaffirmer les positions indéfectibles du peuple et du gouvernement algérien en soutien à toute forme de résistance. La ministre sahraoui de l'Intérieur a justement affirmé que l'Algérie est un pays défenseur des libertés, de la dignité et des valeurs. En Espagne, une année après le revirement de la position du gouvernement de Pedro Sánchez sur le conflit au Sahara occidental, plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Madrid devant le siège du ministère des Affaires étrangères, appelant le gouvernement Sánchez de rectifier sa position sur la question sahraoui. Des membres de partis politiques espagnols, des syndicalistes et des représentants de mouvements de solidarité ont pris part à cette manifestation, réitérant leur soutien aux droits inaliénables du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Rafahmouch. Il y a un an, jour pour jour, la communauté internationale assiste au revirement spectaculaire de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. Contre toute attente, Madrid, qui jusque-là soutenait la solution onusienne garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, exprime publiquement par la voix de son Premier ministre Pedro Sánchez son soutien au régime du Marzen sur le dossier sahraoui qui prône l'autonomie de la race sous sa souveraineté. Une position du gouvernement espagnol en totale contradiction avec la légalité internationale, le droit international et l'exercice libre et démocratique par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Résultat, une année après, l'inflation en Espagne avait atteint près de 11%. Selon un rapport de l'organisation caritative Caritas, 3 familles espagnoles sur 10 n'ont pas les ressources financières nécessaires pour maintenir des conditions de vie dignes. Aujourd'hui, nous sommes venus manifester pacifiquement en face du ministère des Affaires étrangères espagnol pour protester contre la trahison du gouvernement espagnol à sa tête Pedro Sánchez. Personne n'est en droit de parler au nom du peuple sahraoui, si ce n'est les Sahraouis eux-mêmes. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde ici. Nous continuerons notre combat afin de parvenir à l'autodétermination du peuple sahraoui. L'objectif de cette marche est d'exiger l'organisation sans délai d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, de dénoncer l'exploitation des ressources naturelles des territoires sahraouis, notamment à travers l'accord de Madrid signé le 14 novembre 1975, et de réclamer l'implication directe du gouvernement espagnol dans la résolution de ce conflit de façon juste et définitive.
La Commission nationale sahraoui des droits de l'homme s'est félicitée de la récente décision du Comité des Nations Unies contre la torture sur le cas du prisonnier politique sahraoui Abdeljalil Laroussi, confirmant qu'il est victime de torture et de mauvais traitements de la part des agents de l'occupant marocain. À cet égard, la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme appelle le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies et tous les autres organes compétents à redoubler d'efforts pour amener le Maroc à respecter ses obligations internationales conformément au traité des Nations Unies qu'il a signé et ratifié. En France, les opposants à la réforme des retraites mettent à profit le week-end pour exprimer leur colère avec des rassemblements parfois émaillés d'incidents avant une journée cruciale lundi pour le gouvernement qui affrontera 2 motions de censure au Parlement. La crainte d'une radicalisation de la contestation a conduit les autorités à interdire hier tout rassemblement sur la grande place parisienne de la Concorde, proche de l'Assemblée nationale et du palais présidentiel de l'Élysée. Des milliers de personnes s'y étaient réunies et des heurts avaient éclaté jeudi et vendredi en soirée. Walid Yousfi. En actionnant le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, le gouvernement d'Elisabeth Borne a déclenché la colère des Français qui ne parviennent pas à avaler la pilule. La première ministre française a préféré recourir à cet article de la Constitution pour faire adopter cette réforme qui n'aurait pas obtenu la majorité si elle avait fait le choix de la faire voter à l'Assemblée nationale. Mobilisés depuis des semaines contre la réforme des retraites, les Français ont durci leur mobilisation depuis le déclenchement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution française. La crainte d'une radicalisation de la contestation a conduit les autorités à interdire hier tout rassemblement sur la place de la Concorde, proche du Palais Bourbon et du Palais de l'Élysée. Quelques 4000 personnes s'y étaient réunies et des heurts avaient éclaté jeudi et vendredi soir. De Nantes à Lille, en passant par Toulon ou encore Montpellier, les rassemblements se poursuivent. À Lyon, une quinzaine de personnes ont été interpellées après des incidents causés par des groupes d'individus violents. Plusieurs secteurs clés de l'économie restent perturbés par la mobilisation, notamment les transports et la collecte de déchets. À Paris, environ 10 000 tonnes d'ordures sont toujours en attente de collecte sur les trottoirs. Le gouvernement a prévu de réquisitionner du personnel pour commencer le ramassage. Selon un sondage publié par le journal du dimanche, la popularité d'Emmanuel Macron s'est effondrée à 28% en ce mois de mars, au plus bas depuis 2019, au sortir de la crise des Gilets jaunes. Par ailleurs, pour faire barrage à cette réforme, 2 motions de censure contre le gouvernement de la première ministre Elisabeth Borne devront être débattues et mises au vote à l'Assemblée nationale demain. Il s'agirait du dernier espoir des opposants à la réforme pour faire échouer le très décrit texte phare du 2e mandat de Macron. On s'intéresse ce matin à cette crise monétaire qui touche le monde entier, un effet domino qui a commencé aux États-Unis et qui a atteint l'Europe. Qu'en est-il de l'Algérie? Selon les experts, cette crise ne toucherait que partiellement notre pays. Néanmoins, il faut rester vigilant. Plus d'explications avec Walid Yousfi et Raouf Hamouche. La chute de la Silicon Valley Bank fait trembler le système financier mondial. Une faillite qui a entraîné dans son sillage l'effondrement de plusieurs banques américaines. La contagion a dépassé les frontières pour atteindre le très sérieux Crédit Suisse, l'une des 30 banques au niveau mondial considérées comme trop grosses pour qu'on la laisse faire faillite. On assiste à un phénomène mondial où l'ensemble des banques centrales à travers le monde sont en train de rehausser leur taux directeur, qui est le taux d'intérêt auquel se financent et se refinancent la plupart des banques, tout simplement pour combattre l'inflation. Donc on assiste à une sorte de resserrement de politique monétaire qui en soi est une très bonne chose pour tenter d'éradiquer l'inflation galopante qui est quand même de 8,5% en Europe et près de 7% aux États-Unis. Mais cette hausse des taux qui est successive, ininterrompue depuis maintenant plusieurs mois, a des conséquences également sur les marchés, puisque la plupart des banques et des investisseurs s'étaient habitués pendant des années à pouvoir se financer à des taux extrêmement bas, voire parfois même des taux négatifs.
Et pour comprendre les origines de cette tempête financière, il faut remonter jusqu'en 1944, aux origines du système économique mondial. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 44 pays signent les accords de Bretton Woods pour établir les bases du nouveau système financier international. Et c'est à la suite de ces réunions que le dollar américain a été défini en tant que monnaie de référence internationale. Aujourd'hui, il est très important d'avoir un œil sur l'évolution de cette crise, surtout sur les marchés financiers internationaux qui peuvent impacter par la suite les autres marchés, surtout celui des matières premières et particulièrement des hydrocarbures. Les hydrocarbures, l'une des principales ressources financières de l'économie algérienne. Selon les experts, cette crise ne toucherait que partiellement l'Algérie, à condition de faire très attention. À court terme, je dirais que ça n'aura pas de l'impact direct, mais il faut être très vigilant et surveiller cette évolution de la crise de cette banque, parce que ça peut devenir une crise financière majeure globale qui peut faire plonger les marchés financiers et par la suite les autres marchés comme celui des matières premières. Plusieurs économistes à travers le monde appellent à réformer le système bancaire international. Parmi les propositions les plus sérieuses, celle émanant des BRICS qui propose de créer une nouvelle monnaie de référence indexée sur l'or afin d'éviter ces crises cycliques qui menacent la stabilité mondiale. Dans le cadre de la prochaine date FIFA du 20 au 28 mars et du stage de l'équipe nationale en prévision des 2 matchs contre le Niger à Alger et à Tunis, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN, le sélectionneur national Jamel Belmadi a animé ce matin une conférence de presse à l'auditorium du Centre technique national de Sidi Moussa. Et on y reviendra dans notre édition de 19h avec plus de détails. Foot du jour, la JS Kabylie a battu les Angolais de Petro Atlético sur le score de 1-0 hier soir au 5 juillet à Alger en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée de la Ligue des champions de la CAF du groupe A. Et sachez aussi que l'USM Alger affronte les Congolais du FC Saint-Éloi Lupopo cet après-midi à 14h à Ndola, en Zambie, avec la ferme détermination de s'imposer pour assurer sa qualification en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football dès la 5e et avant-dernière journée de la phase de poule du groupe A. Dernière halte de cette édition, Tindouf. Nous allons découvrir ensemble la poésie hassani, patrimoine immatériel qu'on surnomme la voix de la sagesse, révélée dans un dialecte régional, thème de la première édition du festival culturel Selem. Plusieurs invités venus de la Mauritanie et de la République démocratique sahraoui ont pris part à cette manifestation aux dimensions culturelles et touristiques. Les détails avec Majda Jahmoun. Cette première édition du festival culturel Selem a vu la participation d'un grand nombre d'hommes et de femmes de lettres algériens, mais aussi étrangers, à l'instar des Mauritaniens et des Sahraouis, avec au programme un colloque international sur la poésie el-Hassani. Cette manifestation est importante et ce sur plusieurs plans. L'Algérie est un pays frère, la culture et le patrimoine matériel et immatériel de Tindouf ont été jalousement préservés. Nous espérons assister à d'autres manifestations du genre dans le reste des wilayas. Cette édition est très spéciale car elle a été organisée dans un pays frère, l'Algérie. Il y a des liens forts de fraternité qui unissent les Mauritaniens et leurs frères algériens. Nous ne pouvions que répondre à l'invitation et prendre part à l'événement. Nous sommes ici pour l'importance de cette rencontre et pour la préservation du patrimoine. Cette manifestation est une bonne occasion d'échanger et de renforcer les liens de fraternité qui nous unissent. Nous avons pu voir et apprécier les côtés culturels, historiques, mais aussi folkloriques de cet événement. Les invités contribuent de manière efficiente à la réussite de cette manifestation et nous les accueillons à bras ouverts. Des us, des coutumes et des rites qui reflètent la richesse du patrimoine de la région, un patrimoine riche et surtout commun avec les pays voisins.
Cette édition nous a permis d'échanger et de renforcer nos liens de fraternité. Elle nous a également permis de nous unir, chose dont nous avons précieusement besoin. L'histoire et la richesse de Tindouf ne sont plus à démontrer. L'association culturelle Sellam organise sa première édition sous le thème « L'héritage culturel El-Hassani et son rôle dans la préservation de l'identité nationale ». Un colloque international est au programme pour débattre du rôle de la poésie dans la préservation des valeurs et du patrimoine culturel local. Et ce, avec la participation de plusieurs experts venus de Mauritanie et de la République arabe sahraoui démocratique, ainsi que des experts algériens. Sellam, un rendez-vous culturel important pour les habitants de Tindouf, puisqu'il met en exergue la diversité et la richesse des coutumes locales et fait ainsi leur fierté. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Haribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.